Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et jusqu'à 14h, nous sommes avec Gérard Chalian, le géostratège et écrivain, auteur de Le savoir de la peau aux éditions de l'Archipel. Bonjour Gérard Chalian. Bonjour. Alors Gérard Chalian, Le savoir de la peau. D'abord, j'ai beaucoup aimé ce titre. Des mémoires que vous avez écrits. Je rappelle que ça fait 50 ans, 60 ans que vous arpentez le monde, je dis bien les 5 continents, et vous êtes allé sur beaucoup de théâtres des opérations, que ce soit en Asie, en Afrique, en Amérique latine. En Amérique latine, effectivement, là où on s'est rencontrés, je dirais, ça ne nous rajeunit pas, mais on s'en fout. On s'est rencontrés à La Havane, je le dis aux auditeurs, en 1967, au moment où on pensait que Cuba, c'était la guerre d'Espagne réussie, hein, la révolution, voilà. Et vous racontez vraiment tout ce que vous avez vécu. C'est un livre passionnant que je recommande. C'est aux éditions de l'Archipel. Et vous racontez un peu, voilà, toutes les rencontres que vous avez fait, notamment quand vous arrêtez en Irak à Ninive. C'est formidable. Il y a encore les statues avant que Daesh ne les détruise. Absolument. Ouais. Et on va parler de tout cela. C'est vraiment. Et je voudrais quand même commencer par quelque chose qui est les entretiens que vous donnez en annexe, vous avez mis dans votre livre, un entretien où vous parlez effectivement de quelque chose qui est très fort aujourd'hui, mais avant de parler de l'Ukraine, etc., vous expliquez le rapport des forces, et justement vous dites toute politique et rapport de force, sinon on parle de quoi ? Et alors, je voudrais que vous me disiez ça. Qu'est-ce qui a changé entre 3 ou 4 décennies dans le rapport de force mondial, dans l'émergence de l'Asie, etc., et dans le fait que l'Europe, en particulier, et l'Occident en général, n'est plus ce qu'il était? Il s'est produit une mutation extrêmement importante à divers égards. Bon, d'une part, il y a la démographie. Quand on se reporte, par exemple, à un siècle, nous étions 33% de la population mondiale, nous occidentaux, qu'on appelait à l'époque des Blancs. Et aujourd'hui, nous représentons, le chiffre va peut-être vous étonner, 12%. Et on nous, est passé de 33% à 12%. Voilà. Tout Occident confondu. Tout Occident confondu. Et ouais. Nous, Européens, nous sommes 7%, alors que nous étions 25% en 1900. Bon, ça, c'est une mutation fantastiquement importante. Et alors, vous imaginez évidemment que on hésite à gaspiller des hommes dans une confrontation. Ça, c'est une donnée objective. C'est pas une question idéologique, c'est un fait. Deuxièmement, nous avons aussi subi un changement psychologique très important. C'est-à-dire que cette Amérique triomphante, qui était très importante pour nous, Européens, en 1945, puisqu'elle nous offrait le parapluie atomique qui nous permettait d'être en sécurité totale. D'ailleurs, nous avons beaucoup profité de cette sécurité et nous n'avons pas fait grand-chose pour assurer la nôtre, nous-mêmes. Nous nous sommes endormis à l'abri de ce parapluie. Totalement. C'est ça. Et effectivement, la garantie était solide, sauf que sans elle, nous ne sommes plus rien. Sinon, une très grosse Suisse, marchande, commerciale, productrice, mais totalement vulnérable. En fin de compte, l'armée française est grosso modo, en Europe, telle qu'elle est aujourd'hui avec les 27, la seule. Ensuite, il y a eu, du côté américain, une suite très spéciale. C'est-à-dire que d'une part, c'est vrai, la guerre froide a été gagnée par les Américains, fantastique, chapeau, c'était improbable, en 47, 48. Ouais. Et en 89-91, le monde communiste européen s'effondre. L'Empire magnifique. Ouais. On a l'impression de rentrer dans une ère nouvelle, faite finalement des dividendes de la paix dont nous, Européens, avons profité. La fin de l'histoire. Voilà, comme disait Fukuyama. Bon. Monsieur Brzezinski, qui lui aussi a écrit un livre en 1997, était plus aigu. Il a dit, si nous voulons conserver l'hégémonie, il nous faut 3 choses. Surveiller les Chinois, en 97, c'était pas idiot. Deuxièmement, faire en sorte que les Européens ne s'unissent pas. Et troisièmement, et surtout, nous devons repousser l'ex-URSS aux frontières de la Russie, Ukraine comprise, car avec l'Ukraine,
la Russie est une puissance de type mondial et sans l'Ukraine, ça devient une puissance régionale. Ça a été fait. 97, il y avait écrit 97. Ça. Ça a été fait de façon systématique. Si je voulais résumer, je dirais la guerre froide s'est terminée officiellement en 91 avec la disparition de l'URSS. La guerre froide continue sans dire son nom en repoussant de façon sournoise les frontières de l'OTAN et de l'Europe en direction de l'Ukraine. En 2004, on tente le coup, c'est-à-dire qu'on essaye d'installer un pouvoir pro-occidental. M. Poutine réagit. Bon. En 2014, nous recommençons et nous réussissons. C'est-à-dire l'Ukraine passe dans le camp occidental, même s'il reste neutre, même s'il reste neutralisé, même s'il n'a pas le droit de rentrer dans l'OTAN, il n'est plus dans la mouvance de la Russie. Les Russes font ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire qu'ils prennent la Crimée, qui est peuplée en grande majorité de Russes. Bon, n'importe quel dirigeant digne de ce nom aurait fait d'ailleurs la même chose, ça n'a rien de particulièrement russe. Et acte 3, parce que la guerre froide continue, acte 3, M. Poutine, il y a très peu, fait une contre-offensive pour essayer de contraindre les Européens et les Américains à négocier sur le statut de l'Ukraine. La guerre froide continue et, à mon sens, M. Poutine va la perdre, mais il y aura un prix. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas le pousser à l'extrême, parce qu'il dispose des moyens de rétorsion très sévères. Donc il va falloir que nous fassions des concessions, mais en fin de compte, il aura perdu. Il aura perdu, à votre avis, hein? À mon avis, il aura perdu. C'est-à-dire que, est-ce que l'Ukraine va rentrer, à votre avis, enfin, il ne va pas rentrer dans l'OTAN ou l'Union européenne? Non. Non. Mais il restera occidental, il restera dans le giron occidental. C'est ça. Voilà. Il sera tourné économiquement, socialement, culturellement vers l'Europe. Il sera neutre, comme a été neutre la Finlande, comme a été neutre l'Autriche. Mais, comment dirais-je, c'est fini l'idée que la Russie et l'Ukraine, c'est une seule et même chose, que ce sont des nations sœurs, etc. etc. D'ailleurs, il a brisé ce mythe avec l'agression. Oui, c'est clair. Mais alors justement, est-ce que ce n'est pas paradoxal? Parce que là, vous signalez, si l'on vous suit, Gérard Chaliand, c'est une relative bien sûr, victoire de l'Occident. Et en même temps, vous dites l'Occident, alors on n'a pas parlé de la Chine, on va en parler longuement, mais l'Occident, effectivement, vous disiez, là, il est mal parti, mal barré, mais là, apparemment, il va gagner. Même si ce n'est pas une victoire... parce que l'Occident, c'est-à-dire en fin de compte les États-Unis, restent quand même les numéros 1. C'est quand même la puissance principale que la Chine aimerait bien égaler et dépasser. Que les Russes confrontent, mais en sachant très bien qu'ils n'ont pas les moyens économiques de contraindre quelque chose comme les États-Unis, c'est-à-dire les États-Unis restent le numéro 1, même si ils savent qu'ils sont sur le déclin. Déclin, par exemple, démographique. Ils ont publié très récemment des statistiques ethniques, les Américains. C'est quelque chose que nous ne faisons pas en France, c'est interdit en quelque sorte. Eh bien, le nombre de Blancs, pour parler comme eux, a largement diminué, c'est-à-dire qu'ils représentaient à peu près 80% il y a de ça une quarantaine d'années, et aujourd'hui, ils sont 57%. Bon, ça explique... En 20 ans. En 20 ans, ça explique M. Trump. M. Trump est l'expression du mécontentement de ces Blancs qui estiment que, bon, il y a une sorte de remplacement qui est en train de se faire à leur détriment, et ils essayent de résister. Bon. Bien sûr. Cependant, il reste suffisamment de dynamisme aux États-Unis, de capacité d'adaptation, d'esprit d'entreprise, des choses que nous n'avons pas beaucoup, comparativement. Le côté protestant, le côté pionnier a été très bon pour eux, et ils ont fait merveille. Persévérance et puis volonté. Et la détermination que nous n'avons pas eue. En fin de compte, si vous regardez depuis 1945, la seule opération militaire menée par une puissance européenne menant à une victoire, il n'y en a qu'une seule, c'est Madame Thatcher au Malouine. Voilà, c'est tout.
Alors, où classez-vous, Gérard Chaliand, puisqu'on est en plein, et c'est vraiment, et c'est passionnant, parce que le géostratège que vous êtes a vraiment regardé ces conflits un peu dans le monde entier, mais où placez-vous, de ce point de vue, l'action de l'OTAN sur la Yougoslavie en 99 ? Vous la classez comme... disons que en Yougoslavie, les Occidentaux, et surtout les Américains, bien sûr, puisque c'est eux qui sont intervenus, vu que l'Angleterre, l'Allemagne et la France, 3 nations qui, un siècle avant, faisaient trembler le monde, ont été incapables de contraindre 10 millions de Serbes. Il a fallu téléphoner à l'oncle Sam pour qu'il vienne régler le problème. Bon, mais ça s'est fait... Oui, ça en dit long. Mais ça s'est fait contre les Russes. C'est les Russes qui ont payé, parce que leur allié, c'était les Serbes. Et le Kosovo, par exemple, est devenu indépendant grâce aux États-Unis, une indépendance qui n'est pas reconnue par certains pays européens, par exemple, comme le Portugal, si j'ai bonne mémoire, la Grèce et d'autres. Donc en fait, ça a été une victoire américaine et pas du tout une victoire européenne, donc on reste sur Thatcher et les Malouines. Tout à fait. C'est la seule opération réussie de l'Europe depuis 1945, date à laquelle nous sommes devenus un enjeu et non plus un acteur essentiel. Et on est toujours ça, aujourd'hui. Alors nous parlons. Oui, puisque malgré les velléités du programme d'Emmanuel Macron, nous ne représentons pas une force ayant une défense commune. Voilà. C'est clair. Hein. On a dit ce serait bien de se détacher dans une certaine mesure. Ça ne veut pas dire rompre, mais ça veut dire avoir une capacité d'autodéfense soi-même qui permette... Bon, mais vous savez, il y a 30 ans que nous avons sur le papier 60 000 hommes qui doivent intervenir. Ben, sur les 60 000, il y a juste une brigade qui doit être composée de 5-6 000 franco-allemands. Voilà, on n'a rien. Nous n'avons rien, chacun agit comme il peut. Et nous, on a bien vu, par exemple, au Sahel... Oui. Nous avons été à peu près seuls, et en définitive, sur un territoire immense, on a préféré se retirer plutôt que de s'enliser. Voilà. Bien sûr, oui, c'est ça, Barkhane et Mali et compagnie. C'est vrai que ça en dit, ça dit beaucoup sur le rétrécissement, je dirais, de cette Europe qui avait, comme vous le dites d'ailleurs dans votre livre, conquis des empires. On se rappelle ce qu'était que l'empire anglais, allemand, austro-hongrois, français. Enfin, il y avait des empires quand même. En un mot, en 1914, l'Europe, je dis bien l'Europe, pas les États-Unis, l'Europe dominait directement ou indirectement toute l'Asie, sauf le Japon, et toute l'Afrique, sauf l'Éthiopie. On est loin de cela. C'est fou. Bon. Ouais. En 1900, oui. En 1900, oui. C'est absolument passionnant. On va se retrouver bientôt. Juste un dernier mot, Gérard Chaliand. On va se retrouver après les informations. On va parler des expériences que vous avez eues. Et juste une chose aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que ce déclin est inéluctable pour l'Europe? Là, je parle de l'Europe. Vous voulez la réponse tout de suite? Oui. Hélas, et c'est pas une opinion idéologique, c'est un constat. Pour l'instant, je ne vois pas de capacité de rebond sérieux. Voilà, ce serait souhaitable, mais est-ce qu'il y a eu comme un frisson au moment de l'Ukraine? C'est-à-dire que c'est vrai, les Allemands ont dit bon, on va mettre 2%, nous allons effectivement envoyer des armes. Bon, est-ce que ça va durer, ou est-ce que d'un seul coup, le fait que tout va augmenter, oui, non seulement le prix des hydrocarbures, mais tout. Bien d'autres choses. Le blé, le gaz. Voilà. Et alors à ce moment-là, est-ce qu'on aura toujours envie de se mobiliser, ou on a trouvé que les temps deviennent durs et qu'il faut serrer les dents, mais se préoccuper de soi-même? On en reparle tout de suite après les informations. Et que ce soit sur l'Arménie, la Russie, mais aussi l'Afrique et tous les territoires du monde, puisque Gérard Chaliand les a presque tous arpentés, vous nous appelez au 0826 300 300. Sud Radio, Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. J'énumère la table des chapitres du livre, pas tout parce que ça nous prendrait toute l'émission et on a beaucoup à dire, mais les étapes, les pays qu'a parcouru Gérard Chaliand, encore une fois, en acteur, en observateur
et un stratège. L'Afghanistan, les États-Unis, l'Iran en 80, évidemment les Arméniens, on en reparlera plus tard, le Sentier lumineux, toute l'Amérique latine, l'Angola, l'Afrique du Sud, l'URSS d'avant, l'URSS, la guerre du Golfe, bien sûr, l'Ouzbékistan, le Haut-Karabakh, la Mongolie, l'Amazonie, alors l'Amazonie sur la boudeuse de notre ami Patrice Franceschi, et puis vous finissez par l'état des lieux. Sans faire de palmarès, Gérard Chaliand, dans cette espèce de plus que de tour du monde, je dirais d'aventure du monde que vous avez vécu, que vous continuez d'ailleurs à vivre, est-ce qu'il y a les moments très forts? Est-ce que vous pouvez nous parler d'un ou deux ou trois moments très forts que vous avez vécu, que ce soit sur le plan d'observation, sur votre plan à vous du vécu? Oui, il y a eu le Vietnam. Je me suis rendu au Vietnam en 1967. J'étais un des rares observateurs qui s'est installé pour essayer d'écrire un livre pour le comité Vietnam national, avec Sartre et puis d'autres, oui, qui m'avaient en quelque sorte mandaté pour le faire avant de témoigner au tribunal Russell. J'ai vécu donc 2 mois dans des villages vietnamiens pour voir comment ils étaient organisés pour résister contre les bombardements américains. C'était un moment fantastique. J'imagine que pour ceux qui ont vécu le Blitz à Londres en 41, ils ont dû avoir quelque chose de similaire. Vous voyez, des Anglais décidés à ne céder à aucun prix. Eh bien, les Vietnamiens, c'était ça. C'était, quel que soit le prix à payer, on va tenir. Le tonnage de bombes, d'accord, n'empêche que notre volonté est plus grande que tout cela. J'étais en admiration devant un peuple vraiment debout, décidé à aller jusqu'au bout. Et ça me touchait très très fort. Moi, ça me rappelait aussi ce que racontait mon père sur le fait que son frère aîné... d'origine arménienne. Enfin, voilà, je suis d'origine arménienne. Son frère aîné avait tenu un siège avec le général Brémond de 7 mois contre les forces adverses, et il était mort les armes à la main, et mon père m'avait dit, tu vois, on ne se rend pas. Et moi, on ne se rend pas, je peux dire, j'en ferai quasiment ma façon de voir. On ne se rend pas. Donc, je suis parce pas... Parce que cette volonté d'un petit peuple contre la première puissance mondiale, enfin, ils ont gagné à la fin, oui, quand même. Ils ont gagné. Ils ont gagné, et dans le passé, ils avaient gagné, puisqu'ils avaient réussi à résister 2 fois aux Mongols, 2 fois à des dynasties chinoises. Ensuite, ils ont eu le choc par rapport à la grande puissance américaine. Ils les ont battus, puisqu'en 1975, ils ont quand même pris Saïgon, après qu'en 1973, les Américains sont partis avec ces images fantastiques, vous vous souvenez peut-être d'hélicoptères avec des gens suspendus qui voulaient s'en aller. En d'autres termes, quand on a dit l'Afghanistan est le tombeau des empires, non, c'est pas vrai. Tout le monde est passé sur les Afghans. C'est au Vietnam qu'on peut dire qu'il y a eu un tombeau des empires, puisqu'il y a eu les Mongols, il y a eu les Chinois, il y a eu les Français, il y a eu les Américains, et ils ont même raccompagné les forces chinoises en 79 jusqu'à la frontière. C'est vrai. Voilà. Vrai, il faut se rappeler. Donc, mon admiration pour les Vietnamiens est considérable. Et aujourd'hui, par exemple, bon, voilà un peuple qui est devenu indépendant. Est-ce qu'ils nous disent « Ah, c'est atroce, vous nous avez colonisés ?» Non. Ils nous disent « D'accord, vous nous avez apporté l'idée nationale, que nous avons retourné contre vous. Et depuis, nous faisons, après quelques erreurs staliniennes, classiques, comme les Chinois d'ailleurs, depuis, nous avons adopté l'économie de marché et nous faisons 7% par an de croissance économique. La seule réponse à l'humiliation. Si vous voulez sortir de l'humiliation dans laquelle l'Occident vous a mis à un moment, parce que nous avions la révolution industrielle, eh bien, la réponse c'est... Il faut faire de la croissance. C'est ce que les Chinois font. C'est ce que à Taïwan ils font. C'est ce que les Coréens font. Et hélas, je vois au Moyen-Orient, on se raconte la plupart du temps beaucoup d'histoires, avec des bombinettes qui ne changent rien. C'est très perturbateur. Mais en fin de compte, on arrive à quoi? Le califat, on l'a vu. C'était du bidon. Ils se sont effondrés. Et le califat islamique, oui, Daesh et compagnie. Exact.
Ouais. Mais alors, justement, et vous dites, et vous renvoyez ça, c'est l'image que vous renvoyez à l'Europe, c'est pas la concurrence victimaire, c'est pas les bougies, c'est pas Imagine de John Lennon et Yukaidi Yukaida qui va changer les choses. Et c'est extraordinaire parce que ici on vit dans cette où chacun, ah oui, j'ai des devoirs, j'ai des droits, j'ai pas de devoirs, concurrence victimaire, 24 heures sur 24, quoi. C'est... Mais le fait qu'ils aient été, comment dirais-je, malmenés par l'histoire, bon, je comprends que vous le ressentiez durement, Bien sûr. mais ça ne vous donne pas la capacité de vaincre. Je veux dire, ne vous attendez pas que l'histoire soit avec vous juste. Non, l'histoire est totalement injuste, elle est faite de rapports de force. L'histoire n'a pas de morale. Non, il n'y a pas de morale, c'est-à-dire que si vous voulez que ça change, eh bien il faut travailler, il faut s'organiser, il faut avoir le sens de l'État, il faut avoir le sens des rapports de force, il faut avoir le sens du moment favorable. En d'autres termes, si vous voulez, ça ne vient pas du ciel parce que vous êtes gentil. Non, c'est pas ça qui compte. C'est parce que vous êtes organisé. Exactement. Alors, autre moment fort, Gérard Chelian, de vos périples innombrables, mais vous m'avez parlé du Vietnam, d'autres moments, peut-être dans un autre ordre d'idée, qui vous ont marqué, disons. J'ai beaucoup aimé, par exemple, ma première guérilla où je suis allé pour vraiment comprendre comment il s'était organisé depuis le début. C'était en Guinée-Bissau avec un personnage injustement oublié comme Amilcar Cabral, un révolutionnaire fantastique dont Nelson Mandela, à qui on avait dit vous êtes le grand en Afrique, il avait dit non, il y a Cabral. Ouais. Voilà, c'est pour vous donner un peu le sentiment en Afrique. Eh bien, Amilcar Cabral, il était faible. Et il a réussi, à force d'intelligence, à transformer sa faiblesse en force. C'est-à-dire que il a dit, c'est pas contrôler le territoire qui compte. C'est qu'il faut mobiliser les gens, il faut organiser les gens, il faut se les gagner. Et chaque fois qu'on pénètre dans un village et qu'on arrive à les convaincre qu'avec nous, il est possible d'avoir un autre monde, eh bien, on réalise des élections, on met 3 hommes, 3 femmes, et il a ajouté, les femmes, il faut les mettre dedans parce qu'elles travaillent, parce qu'elles sont très importantes, et elles nous rendent des services fabuleux. C'est-à-dire qu'il a cassé cette espèce d'idée selon laquelle la guerre, ça se fait qu'avec des hommes. Non, pas du tout. Il faut mobiliser l'ensemble des forces mobilisables. Chez les jeunes, il a dit, vous allez faire des forces, locales. Et les meilleurs, on les prendra dans l'armée. Dans l'armée nationale. Oui. Voilà, l'armée nationale. Il a organisé tout cela. Il a amené des infirmières. Il a amené l'instruction avec des jeunes filles qui venaient pour alphabétiser, etc. Il a transformé tout ça. Et en fin de compte, dans le rapport du faible au fort, parce que les Portugais étaient beaucoup plus forts, ils étaient aidés par l'OTAN, ils avaient des avions allemands, nous on était du côté des Portugais, nous, à cette époque-là. Ouais. En fait, c'était un mini-Vietnam. Voilà, c'était un mini-Vietnam. Ils ont réussi à fatiguer les Portugais, à expliquer aux Portugais qu'en définitive, ils n'avaient rien à faire dans cette région-là. Les Portugais, qui au début étaient les plus forts, se sont découverts comme finalement... dépassés parce qu'ils n'avaient plus envie de se battre, alors que du côté des Africains, la détermination était complète. En d'autres termes, si vous voulez, dans ce qu'on appelle le rapport du faible au fort, et on l'a vérifié dernièrement en Afghanistan, avec cette débandade atroce des Américains à la fin, c'est que vous n'avez plus le soutien de votre population américaine. Eux, à l'inverse, ils ont travaillé pour avoir le soutien des leurs en disant les Américains aident un pouvoir corrompu, inefficace, qui en plus mauvais pour vous. Et nous sommes des gens qui parlons votre langue, alors que les Américains, pas du tout. D'ailleurs, ils vous méprisent. Ils ont eu un général qui est venu ici, il a dit les Américains, mais 90% restent dans les bases, ils ne sortent pas. Il leur a dit, en anglais, « Guys, you're not in Afghanistan, you're in transit. » Eh les gars, vous n'êtes pas en Afghanistan, vous êtes en transit. Voilà, c'est grave. Je veux dire, on prétend gagner les cœurs et les esprits, c'est de la blague, on ne gagne même pas les estomacs. Voilà la réalité.
Alors ça, vous le voyez sur le terrain. Parce Bien que sûr. les gens écrivent pas ces choses-là. Et c'est pas eux qui vont dire la guerre, ça marche pas. Puisqu'en fin de compte, les types, ils ont resté 20 ans. Et la guerre était perdue. Au bout de 10 ans, elle était totalement perdue. Ils sont C'est la restés 10 ans. durée, la volonté, la détermination, la Voilà. persévérance. C'est ça. C'est ça qui compte. Gérard Chaliand, on se retrouve, c'est passionnant, après cette petite pause. Et nos auditeurs s'ouvrent au monde et ont beaucoup de questions à poser. Donc vous nous appelez au 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et dans tous les états du monde, avec Gérard Chaliand, effectivement, et ce livre, Le savoir de la peau, ça me rappelle, c'est important le savoir de la peau, parce que ça me rappelle ce livre formidable de Nassim Nicolas Taleb, Jouer sa peau. Et c'est vrai il faut parler de quelque chose, faut quand même, quand je dis jouer sa peau, c'est pas seulement risquer la mort, c'est vraiment être là, en fait. Voilà. Et Gérard Chaliand, quand vous rentrez d'Irak, d'Afghanistan, d'Ouzbékistan, d'Érythrée, de Pologne, partout, et que vous revenez en France, qui est votre pays, vous sentez quoi? Je me sens dedans, dehors. C'est-à-dire que je suis d'ailleurs frappé, par exemple, par le niveau d'angoisse que je rencontre dans un pays qui, dans l'ensemble, est en pleine sécurité. Qu'est-ce que nous avons eu comme mort avec les attentats terroristes? 500-600 en Maximum, 30 ans. ouais. Hein. Donc le fait que nous risquons de mourir dans un attentat terroriste est nul. Il faut juste faire attention quand on traverse la rue ou quand on conduit une trottinette. Alors, pour l'essentiel, je suis frappé par cette espèce d'angoisse qui est le produit, alors je le dis là très très franchement, le produit de nos médias de masse, dont en fin de compte, le pain béni, c'est la vente d'angoisse, la vente d'insécurité, qui fait que nous avons une population qui a peur de son ombre. Voilà ce qui me frappe. Mmh. Et effectivement, et c'est vrai que c'est un sentiment exponentiel, parce que l'émotion, ça touche l'émotion, évidemment, c'est l'instantanéité, quoi. L'instantanéité. Je voudrais juste revenir, avant de prendre nos éditeurs, qui je suis sûr ont beaucoup de questions à vous poser. Au fond, ce qu'on a vu, par exemple, c'est extraordinaire. Le fameux nation building des Américains. Est-ce que c'était ça en Irak, en Libye? Enfin, en Libye, c'était pas les Américains, enfin, ils étaient aussi là. On l'a vu avec ces milliers de morts. Oui, mais on va non seulement détruire un régime, mais on va refaire votre nation. C'est-à-dire, on va faire du bien encore mieux que ce que vous ne savez. C'est nous qui savons ce qui est bon pour vous, quoi. C'est un peu ça. Oui. Oui, c'est une, comment dirais-je, une surestimation totale de ce que l'on peut faire. Pour commencer, on ne peut pas construire une nation dont on ne parle pas la langue. Un détail. Deuxièmement, alors ils vous disent, oui, mais on a réussi au Japon, on a réussi en Allemagne, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, d'accord? Le Japon, c'était déjà une nation. L'Allemagne, c'était déjà une nation. Hein, il suffisait, en quelque sorte, de les débarrasser de l'idéologie hitlérienne, et c'était une nation. Il y avait un sens de l'organisation. Elle existait avant Hitler. Absolument. Et le Japon, de même. Donc, c'est une sous-estimation complète de l'autre. Et c'est la faiblesse américaine majeure, c'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun effort pour la perception de l'adversaire. Qu'est-ce qu'il pense, cet adversaire? Et pourquoi est-ce que moi, Américain, je me préoccuperais de ce que cet adversaire pense, puisque je suis tellement plus fort que je m'en fous de ce qu'il pense. Et on s'est aperçu qu'à la longue, eh bien, mes troupes qui sont motivées pour obtenir la carte verte, pour payer leur domicile, en tout cas pour revenir à la maison, eh bien, elles n'arrivent pas à tenir. Et ça me rappelle ce qu'avait dit Lyndon B. Johnson, président, en disant c'est quand même humiliant d'être tenu en échec par de petits hommes en pyjama, en parlant du Vietnam. Et ben les petits hommes en pyjama, ils étaient prêts à mourir.
ils étaient prêts à souffrir, à serrer les dents et à tenir le temps nécessaire que l'autre soit écœuré et qui rentre chez lui. Donc ce que vous dites, vous, c'est que la vertu principale, c'est la vertu de résistance au risque de sa vie, au risque de sa peau. Voilà, c'est une détermination absolue. Le courage paye. Oui, c'est ça. Voilà. Et on a l'impression qu'en Europe, ça s'est un peu perdu, tout ça. Hélas, c'est un fait, c'est pas un jugement idéologique, c'est un constat. Ouais. Ouais. Et c'est dû, comme disait Shakespeare autrefois, il disait la prospérité et la paix engendrent des pleutres. Oui, mais alors, s'il faut se priver à tout jamais de la prospérité et de la paix, mon cher Gérard, qu'allons-nous devenir? Oui, la prospérité, je suis pas contre, mais il faut savoir, comme les Singapouriens pour lesquels je travaille, Oui. il faut savoir rester inquiet. Ouais. Les Singapouriens m'ont dit, nous sommes prospères, mais vulnérables, comme tout le monde. Comme Eh Israël, bien, comme tout ça. Enfin, ouais. c'est Alors, ça. il dit, ce que nous voulons, c'est que, d'accord, nous sommes un gibier, mais nous nous efforçons en tant que gibier à sentir le changement du vent avant le chasseur. Bon, est-ce qu'il y a des Français qui pensent comme ça? Non. On fait dodo. On fait dodo à l'abri du parapluie, en sachant que finalement, nous sommes en sécurité. C'est très mauvais parce que... Parce qu'un jour, on peut ne plus être en sécurité. Les choses changent. Ah ben, c'est sûr. Les choses changent. On va en parler avec, justement, les auditeurs du Sud Radio, Augustin. Et oui, parce qu'en plus d'être un aventurier, vous êtes enseignant en géostratégie. Nous sommes avec Bernard qui a une question là-dessus et qui nous appelle du Lot. Bonjour Bernard. Oui, bonjour Bernard. Alors c'est Bertrand peut-être. Bertrand. dont on parle. Oui. Bertrand, Lot-et-Garonne aussi. Allez-y Bertrand, on vous écoute. Bonjour. Alors d'abord, merci André Darkov pour la qualité de vos émissions, ça fait plaisir. Et ensuite, j'écoutais Gérard Chalian, je ne remets absolument pas en cause ses connaissances en matière géostratégique, c'est loin de là. En revanche, je l'entendais nous annoncer, nous prédire la défaite de Poutine et de la Russie. Je suis un petit peu étonné par ces propos-là, parce que nous connaissons tous les qualités, la grande avancée militaire de la Russie ces dernières années, et je suis un petit peu étonné face à toute la désinformation à laquelle nous sommes confrontés. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, justement, on ne peut pas passer la Russie et même Poutine pour un fou. Je crois que c'est pas du tout le cas. Je suis très inquiet par une réponse militaire qui va arriver tôt ou tard, à mon avis, pour remettre ce qu'on appelle les pendules à l'heure. Et j'ai un petit peu peur de ça. J'ai un peu peur que ça arrive bientôt, et je suis très inquiet. Oui, je ne sais pas comment, mais je vous êtes inquiet et que ça arrive sur le territoire européen, bien sûr. Enfin, européen ou ailleurs. Hein. Ou ailleurs. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, Gérard Chalian, justement, par rapport à cela, on en a discuté hors antenne, effectivement, sur Poutine ou pas, mais est-ce qu'il peut y avoir, effectivement, parce que il y a le fait qu'on se dit, on va pas se refaire une guerre nucléaire, enfin, on n'espère pas, mais est-ce qu'il peut y avoir dérapage, vous qui avez justement regardé ça et que vous avez le recul de quelqu'un, que ce soit aux États-Unis, que ce soit Poutine ou Biden ou je ne sais qui, dérape un peu et joue les va-t-en-guerre, peut-être en débordant? On peut répondre, c'est peu probable. Voilà, c'est peu probable. Il y a suffisamment de difficultés en Ukraine proprement dit pour ne pas multiplier les choses et aller en chercher ailleurs. Monsieur Poutine a beaucoup à faire pour essayer de résoudre son problème. Maintenant qu'il est dedans, il faut qu'il arrive à trouver un moyen de sortir de façon à peu près honorable. Alors justement, c'est aux géostratèges que est-ce que ça ne peut pas donner, sans faire de supputation et d'hypothèses, mais on voit quelque chose qu'on ne pensait pas il y a encore peut-être quelques années. Et j'avais un économiste, Charles Gaff, pour ne pas le nommer, qui disait, mais j'ai l'impression qu'en Europe et aux États-Unis, on fait tout pour jeter la Russie dans les bras de la Chine, sans parler de l'Inde. Est-ce que ça vous paraît plausible, je ne dis pas demain, mais à terme, à moyen terme peut-être, une espèce de recomposition sino-russo-indienne, avec le yuan, le rouble basé sur l'étal or? Il faut laisser l'Inde en dehors de cette affaire. Les Indiens ne se situent pas là.
Par contre, oui, c'est un fait, nous n'avons fait que repousser les Russes dans les bras des Chinois. Ah oui, depuis déjà longtemps. Enfin, Depuis déjà quelques temps, puisqu'en fin de compte, nous ne l'avons pas du tout intégré en Europe. Donc on les a poussés du côté des Chinois, et maintenant les Chinois qui s'intéressent d'abord à eux-mêmes, ce qui est logique, ils veulent bien, comment dirais-je, conforter dans une certaine mesure leur allié russe, sans trop se mouiller. Ils vont les aider pour, comment dirais-je, alléger la dureté des sanctions, mais ils vont rien faire pour les aider sur le plan militaire. Ils vont laisser Poutine se débrouiller, et dans la mesure où Poutine sera un peu affaibli, ce sera un allié d'autant plus malléable. D'accord, oui. Oui, il joue aussi à billard à 4 bandes, quoi. Voilà, C'est ça. oui. C'est ça la politique, c'est un jeu très cruel. C'est vrai. Et rapport de force, comme vous disiez, comme vous l'écrivez. Et on se retrouve dans un instant avec vos appels au 0826 301 300. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes à Paris avec Franck qui nous appelle au 0826 300 300. Bonjour Franck. Oui, bonjour Franck. Bonjour. Oui, bonjour Monsieur Berkov. Merci encore pour le choix de vos invités qui sont toujours extraordinaires et qui nous mettent un petit éclairage d'intelligence, de curiosité intellectuelle, ce qu'on n'a pas par ailleurs puisqu'on est abruti par la morale, c'est ce qu'on essaie de faire. Eh oui, la moraline. Voilà. C'est un tel plaisir de pouvoir entendre une autre voix. Enfin, c'est même pas partisan ce que je dis. Non, mais je comprends. C'est quelque chose d'autre. Je vois pas. Un autre son. Voilà. C'est vrai, on en a marre des suppositoires de moraline, si je peux me permettre. Ah oui, oui. Alors, allez-y. Alors, j'avais une question à l'origine, mais qui s'est transformée peut-être en une autre. Vous allez me répondre parce que j'ai pas entendu la réponse de l'auditeur, le premier auditeur. Ma question, c'était pourquoi M. Chalian, pour qui j'ai une grande estime après tout ce que j'ai pu entendre, nous dit Poutine a perdu. Alors, où il l'entend d'un point de vue de son point de vue mythe de la nation russe et ukrainienne qui sont qu'une, et finalement avec cette résistance, il a perdu puisque en effet il y a une résistance ukrainienne, notamment des ukrainophones et peut-être même de certains russophones qui se sentent ukrainiens. Ou alors c'est d'un point de vue politique, enfin pas politique justement, militaire. Et alors là je ne vois pas parce que quand on regarde la progression de l'armée russe qui est en train de progresser vers l'ouest, elle contourne Mariupol, elle arrive sur Nikolaev, bientôt Odessa, et il y a la Transnistrie. On se dit oh là là, il est en train de faire une pince, et il va aller jusqu'au bout. Et peut-être que plus il en prend, plus il pourra dire bon bah finalement je garde la rive gauche du Dniepr et puis je vous rends l'Ukraine, je recrache cette Ukraine qui n'appartient pas à la nation russo-ukrainienne puisque c'est les Polonais en fait, la Galicie, etc. Et il pourrait consolider. Alors ça, c'était ma première question. Je ne sais pas ce qu'il a répondu à notre auditeur. Alors écoutez, il va peut-être préciser, je sais pas, Gérard Chalian, par rapport à la question de Franck. En 2 mots, c'est quoi la question ? En 2 mots, je vais la résumer. Ouais. Ce qu'il dit, c'est qu'il a... Alors il dit... Peut-être si vous dites que Poutine a perdu la partie du point de vue du fait que l'Ukraine n'est pas russe et que l'Ukraine a montré qu'elle n'était pas russe, certes, mais du point de vue militaire, est-ce qu'il n'est pas en train quand même de conquérir, enfin en tout cas certains territoires, la Transnistrie, faire une espèce de pince et garder la rive gauche de l'Elbe? Non, de Dniepr. De l'Ebre, pardon, oui, excusez-moi. Du Dniepr. Dniepr, oui, du Dniepr. Bon, c'est assez gourmand, ça. Dans la pratique, si on regarde la carte, c'est-à-dire les endroits qui sont véritablement investis, on s'aperçoit qu'à partir du Donbass qui est russe, et il est russe depuis très longtemps, parce que finalement, il faut rappeler que ce que nous appelons l'Ukraine est composé de 3 parties. La partie occidentale, autour de Lviv, la Galicie, Lvov, c'est ça. Lvov, oui. C'était une partie catholique, lié à Rome, d'influence polonaise et lituanienne. Et puis, il y a le centre, avec Kiev maintenant, qui est proprement orthodoxe. Bon. Alors, la partie qui est russe,
Bon, il l'a en quelque sorte annexé de facto et il a élargi en direction de la Crimée pour couvrir la Crimée à l'est et à l'ouest de façon à ce qu'elle soit, disons, véritablement bien retranchée de l'Ukraine et branchée directement sur la Russie. Alors, est-ce qu'à la fin, il va négocier ça ou pas? Je l'ignore. Moi, je ne suis pas, comment dirais-je, devin. Simplement, c'est une possibilité. Au-delà de ça, la preuve est faite, le nationalisme ukrainien existe. Oui. Il est absolument patriotiquement prêt à se battre jusqu'au bout. Ça, c'est pas un détail. Donc, imposer un régime pro-russe dans ces conditions, c'est pratiquement impossible, sauf s'il était seul, sans aucune espèce d'immixtion d'où que ce soit. Y compris pour certains Ukrainiens qui sont russophones et qui se sentent ukrainiens. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Donc ça, c'est important parce que on nous dit, comme on dénonçait la propagande dont on est abreuvé, où on nous explique qu'il y a une nation ukrainienne, et vous venez de bien replacer le débat, mais il y a aussi des russophones qui sont anti-Poutine, d'une certaine manière, et qui sont nationalistes ukrainiens aujourd'hui. Mais donc, ce que vous êtes en train de dire, d'une certaine manière, c'est, vous avez répondu à ma question, c'est il a perdu sur le plan du sentiment national, mais il n'a pas forcément perdu sur le plan militaire. On est d'accord? Ouais. Sauf que ça s'arrêtera quelque part. On ne sait pas ce que Poutine a à la tête pour dire une victoire militaire selon Poutine. Bon, de toute façon, il n'a pas perdu, mais par contre, il ne l'a pas emporté. C'est voilà. Ça. Ouais, c'est on est dans une situation où la partie n'est pas jouée. Oui, la partie n'est pas jouée, c'est ça. Il ne l'a pas. C'est pas victoire, voilà. Et on verra, hein, on verra. Mais ça. Il progresse. Oui, on reste lancé, Franck. Mais on va, vous savez, ça, c'est quelque chose qu'on pourra dire d'ici, j'espère assez vite pour que la guerre finisse, mais on peut pas aujourd'hui, on peut pas encore désigner un vainqueur et un vaincu dans cette histoire, je crois. Merci Franck pour votre appel, hein, merci. Nous sommes maintenant avec Jean-Hugues qui nous appelle du Gard. Bonjour Jean-Hugues. Bonjour Jean-Hugues. Oui, bonjour André Berkoff, bonjour Gérard Chalian. J'ai pris au vol l'émission tout à l'heure. Et je voulais dire que dites. Il faut faire très attention effectivement à tout ce que l'on nous raconte chaque jour. C'est clair. Il faut toujours faire très attention, toujours. Parce que vous savez, c'est comme les histoires de famille. Ce qui est dit aujourd'hui ne sera pas la réalité quand de demain. On est bien d'accord. Dans 20 ou 30 ans. Moi, je pense que derrière cette histoire où l'on montre du doigt au monde entier Poutine comme un très très méchant, il y a bien d'autres choses derrière dont on ne parle pas, les intérêts, etc. Entre autres, ce qui se passe avec ce changement climatique qui va permettre aussi à Poutine d'avoir la possibilité d'ouvrir maintenant au commerce international par bateau, etc. Et ça, je pense que ça, on n'en parle pas, et ça doit faire aussi un peu de partie de titiller Poutine, de le diaboliser afin d'obtenir d'autres choses par derrière. Mais ce qu'on nous dit. Oui, alors justement, juste une chose. Est-ce que la diabolisation, en fait, ça me renvoie à quelque chose que vous avez sûrement suivi depuis des décennies, Gérard Chalian. Est-ce qu'au fond, vous savez, ce qu'on appelle aujourd'hui les fake news, ça a toujours existé, la manipulation, ça a toujours existé, et la diabolisation, ça a toujours existé. On l'a vu dans toutes les guerres, enfin depuis le Vietnam et même bien avant. Est-ce que c'est quelque chose qui est consubstantiel au conflit? Que tout de suite, évidemment, ça a pris beaucoup plus d'importance aujourd'hui, mais la guerre de l'image, la guerre de l'information, etc. Vous l'avez vu monter? Oui, indiscutablement, il s'agit, dans un conflit, de trancher entre le gentil et le méchant. Et de prétendre que l'autre, c'est le méchant absolu, où il n'y a rien qui justifie... Il n'y a rien à retenir. Rien ne justifie son action. On ne cherche même pas à savoir ce qui l'a motivé. On ne regarde pas en arrière
le déroulement historique? Est-ce que par hasard il aurait été lésé à un moment quelconque? Est-ce qu'il a accumulé des rancœurs, des rancunes? Non, on s'en préoccupe pas. C'est le salaud absolu. Aujourd'hui, par exemple, vous avez des gens qui vous dressent la psychanalyse de M. Poutine comme s'il l'avait examiné en disant, bon voilà, de toute façon, il est cinglé depuis le début. Oui, on l'a jamais vu, mais il est cinglé. Et ça empire avec les années. Oui, voilà. Absolument. C'est pas une explication historique très intéressante. C'est le moins que l'on puisse dire, absolument. Et on se retrouve dans un instant avec vos appels jusqu'à 14h. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes maintenant avec Mickaël qui nous appelle de Paris. Bonjour Mickaël. Oui, bonjour Mickaël. Bonjour. Bonjour André, bonjour à votre invité. Eh bien, je voudrais poser 2 questions à votre invité. La première, ce sera un constat. Vous avez parlé, cher monsieur, vous avez dit le courage, ça paye, mais je crois aussi que le courage, ça coûte. Et là, dans des guerres qui durent, le coût est quand même assez élevé. Donc c'est un élément à prendre en compte. Maintenant, voici ma question. Alors que l'ensemble des informations partielles que nous avons en toute humilité sur l'agresseur et sur l'agressé sont évidemment partielles, on n'a pas une vision, je dirais, stratégique en matière de défense. Néanmoins, ce conflit nous permet d'observer la manière d'attaquer de la Russie avec ses armes, c'est-à-dire une attitude quand même qui me semble assez bizarre, je voudrais avoir votre avis, c'est-à-dire il met immédiatement la menace de la bombe nucléaire, alors que la bombe nucléaire est une démarche, je dirais, dissuasive et qui est implicite, dont on ne parle même pas. Et on voit arriver des problèmes de logistique, on voit des vieux tanks, etc. Est-ce que finalement, à travers ce qui est observé, ce que nous savons, une fois de plus, on n'a pas de la vision satellite, on n'a pas d'autres informations, est-ce que vous ne pensez pas que sur le plan géostratégique, la Russie, au niveau armement, a trop vite dégainé sur les armes et ces missiles dont on a parlé très récemment, alors qu'au sol, aujourd'hui, on doit être extrêmement performant en matière de défense instantanée. On se rend compte qu'ils sont au niveau de la défense différée, ce que j'appelle la défense différée, c'est les tanks, etc. Donc c'est une vieille guerre, et qu'ils ne montrent pas finalement qu'ils ne sont pas aussi forts qu'ils le sont. Et la question est la suivante, est-ce que cela n'a pas un impact sur notre reconfiguration de la géostratégie dans le coin? Ça, c'est la première des choses vis-à-vis de la Turquie, de la Russie. De la Russie. La deuxième question, adossée à celle-là, est-ce que au travers de toutes les tentatives de négociation qui se font vis-à-vis et pour Poutine, en ciblant Poutine, l'une des stratégies ne serait pas de diviser les alliés qui sont avec Poutine. C'est-à-dire, vous avez parlé de la Chine et vous avez donné parfaitement la position, ils aident sur les sanctions, mais ils n'interviennent pas, ils ne se mouillent pas trop, c'est le bon terme. Par contre, vous avez la Turquie. Donc, et vous avez l'Iran. Est-ce que au moment où on vit ce conflit avec des problèmes de crise sur le gaz qui sont actuels et à venir, est-ce que le fait d'aller chercher un accord absolument et le plus rapidement avec l'Iran ne constitue pas un risque au-delà de tous les risques que nous vivons? Ok. Gérard Chaliand. C'est beaucoup de questions. C'est vrai. Mais oui, il faut essayer d'être un peu plus sobre, très franchement. Bon, en tout cas, le courage, forcément, il est grevé de risques, mais d'une façon générale, lorsqu'on ne veut pas subir, il faut montrer du courage. C'est comme ça, dans le cadre de l'histoire, quand on regarde en arrière, si vous n'en avez pas, si vous ne voulez pas, on vous occupe. Voilà, point final. Pour le reste, en ce qui concerne la Russie, bon, on s'est étonné, comment dirais-je, de la lenteur du processus, puisque je ne sais pas qui a inventé que les Russes auraient dû gagner dans les 3 premiers jours. Oui. Je ne sais pas d'où sort l'histoire, mais enfin, je rappelle simplement que les Américains, à la tête d'une grande coalition, ont mis 40 jours pour abattre le régime de Saddam Hussein. Bon, 40 jours, on n'en est pas au 40e ici. Deuxièmement, les Russes, du point de vue logistique, n'ont jamais été extraordinaires. C'est les Américains qui sont des logisticiens remarquables. Par contre, Poutine a démontré qu'il sait bien
comment dirais-je, neutraliser, paralyser, faire en sorte que il y a coupure d'électricité, coupure d'eau, etc. C'est-à-dire véritablement paralyser des villes plutôt que de les frapper. Je note aussi que jusqu'à il y a quelques jours, les victimes étaient relativement limitées parce que ce qu'ils cherchaient, c'était pas de multiplier le nombre de victimes, mais essentiellement de paralyser une société de façon à lui imposer un certain ordre. Bon. Maintenant, la guerre semble prendre comment dirais-je, une extension plus importante. On va voir si on va pousser dans ce sens ou pas. Voilà. Ouais. À l'heure où on parle, c'est ce qu'on voit. Maintenant, il faut rappeler aussi, parce qu'on ne l'a pas dit, qu'il y a eu un côté à la guerre des 6 jours. Ils ont quand même neutralisé toute l'aviation ukrainienne dans les premières heures du combat. Pratiquement, et puis d'après ce que je sais, vous me corrigez Gérard, c'est que l'armée ukrainienne était un peu centrée dans le sud face au Donbass et qu'elle a été plus ou moins encerclée, cette armée, par les Russes, entre Mariupol et Odessa, enfin et la Crimée. On verra bien tout cela. Merci Mickaël pour vos multiples questions. Nous sommes maintenant avec Guy qui nous appelle de Ponto-Combo en Seine-et-Marne. Bonjour Guy. Avec une question Guy, parce que comme ça on série. Merci Guy. Allez-y. Allô ? Je crois qu'il a raccroché. Bon, bah écoutez. D'accord, c'est pas grave. Il y a beaucoup de choses encore à dire avec. Je voudrais Gérard, que vous m'expliquiez ce que vous appelez. Vous parlez de tout cela, on en a un peu parlé, mais je voudrais. Et les apeurés du monde. Est-ce qu'il y a au fond aujourd'hui, est-ce qu'on peut, sur la planète, est-ce qu'on peut diviser entre apeurés et non apeurés, et qui serait moins apeuré que d'autres ? Dans la configuration que l'on vit, je ne parle pas seulement évidemment de l'Ukraine et de la Russie, plus généralement. Est-ce que je veux dire, par là, ce qu'on a appelé, on ne l'appelle plus le tiers-monde, ce qu'on a appelé le voie de développement, est-ce qu'au fond, c'est pas du tout le même clivage que les apeurés ou non ? Parce qu'on voit très 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 bien, et vous avez connu ça mieux que personne, rappelez-vous, quand on pensait que Cuba, l'Amérique latine en général, l'Asie, l'Afrique, c'était les pays qui allaient faire la révolution, qui allaient tout changer. Bon, on voit où ça en est aujourd'hui. On peut répondre en disant que les nantis sont plus fragiles que les autres, particulièrement avec la baisse démographique qu'ils constatent. Voilà. D'accord. C'est comme ça. Oui, on a beaucoup moins de monde, donc il faut les protéger, quoi. Voilà. C'est ça. La crainte de la multiplication des pertes fait qu'on devient fragile sur le plan psychologique. Ouais. La façon dont nous ramenons quelques soldats, et ça il y a qu'à remonter par exemple à Ouzbine 2008, le président de la République française se rend à Kaboul en disant « Je viens témoigner ma sympathie aux 10 soldats qui sont morts dans une embuscade. » Bon. Moi, j'ai rencontré certains de ceux qui avaient combattu. Il dit nous n'avons pas été victimes d'une embuscade, on s'est battu. On a chassé l'autre, on en a tué, ça fait partie de notre boulot, et il ne faut pas nous présenter comme des victimes de quelque chose d'anormal. La guerre, c'est aussi se tuer et être tué. Et oui. Et il faudrait le rappeler, c'est vraiment difficile, on l'entend très mal cela. Juste un mot, Gérard Chalin, je voudrais vous parler, pas seulement parce que ce sont vos origines aussi, l'Arménie. D'ailleurs, vous dites une chose que j'ai beaucoup appréciée dans votre livre. Vous dites, écoutez, moi je suis arménien, je suis d'origine arménienne, mais je n'en ai pas fait un oriflamme en disant, voilà, je suis l'Arménie victime. C'est-à-dire, vous n'avez jamais utilisé cela dans vos écrits, ni dans votre vie. Enfin, non, du tout. Non, moi je ne me sens pas victime. Ceci dit, pour analyser en très bref la situation de l'Arménie dernièrement, les Arméniens ont manqué de sens de l'État. Deuxièmement, ils ont manqué de l'appréciation intelligente du fait qu'une situation gelée n'est pas gelée pour toujours. Il suffit d'observer que l'Azerbaïdjan s'était beaucoup enrichi grâce au pétrole,
que sa démographie était 3 fois plus importante, et qu'enfin, M. Pachinian, le président de la République, cherchait à s'écarter de son unique protecteur, M. Poutine, pour gagner la sympathie de l'Occident. Un Occident qui, soit dit par parenthèse, vous donne des bonnes paroles, mais se mouille pas beaucoup pour vous. Ouais. Parce qu'il faut le savoir. Ah oui, en général, c'est ça. Ah oui, nous sommes devenus des spécialistes en Europe, par exemple, de c'est inadmissible, ça veut dire je l'admets. Je condamne avec la plus grande fermeté. C'est ça, et je passe à autre chose. Bon, donc, quand on a un seul protecteur qui a intérêt à vous protéger, on ne s'en éloigne pas. Donc, le premier jour de la guerre, les Arméniens l'avaient perdu. La Russie avait prouvé qu'elle avait des avances en drone. Les Israéliens également avaient intérêt à être bien avec les Azerbaïdjanais parce que ça leur permettait d'avoir un poste d'observation sur le nord de l'Iran qui pour eux est très important. Bon, donc les Arméniens ont sous-estimé tout cela. Ils se sont dit, voilà. Ils n'ont pas vu le rapport de force. L'histoire, l'histoire nous doit quelque chose parce que nous sommes victimes. L'histoire te doit rien du tout, mon pote. Voilà, c'est ça la réalité. L'histoire n'est pas juste. Et donc les Arméniens ont payé. Et aujourd'hui, profitant que M. Poutine est empêtré avec l'Ukraine, les Azéris poussent sur le terrain les Arméniens dans le Haut-Karabakh de façon à pouvoir améliorer encore leur position. Voilà. Guy est revenu après nos problèmes techniques. Bonjour Guy. Oui, bonjour Guy. Bonjour. Bonjour à votre invité et bonjour M. Berkoff. Bon, ça va pas bien durer longtemps. Mais tout ça pour dire, bon, s'il n'y a pas de gagnant ou pas de perdant dans cette guerre d'Ukraine, il y aura quand même un gagnant. Psychologiquement, c'est Poutine. Car il aura permis de remettre la Russie au centre du jeu et ne pas permettre aux Américains de se croire tout permis et de vouloir tout faire pour du business. Il y a autre chose dans la vie que le business, et Poutine le démontre bien en mettant en œuvre ses conceptions religieuses et philosophiques. Voilà. Alors, et on a un tout, hein, tout est lié par un fil d'Ariane, si je puis dire. Parce que, dépendamment de tout cela, il y a autre chose. Hein. Les Américains voulaient étendre et peut-être s'octroyer les richesses du sous-sol russe en mettant un gouvernement de la Sibérie, disait en tout cas un de nos invités il y a encore une semaine. Non, je vous ai bien entendu. Juste, Gérard Chélien, on arrive au terme et encore une fois, vraiment lisez ce livre, Le savoir de la peau. Il dit beaucoup de choses, ses mémoires, parce que justement, c'est quelqu'un qui est allé sur le terrain, qui va sur le terrain et qui réfléchit ensuite. Mais le terrain, qu'est-ce que c'est important? Et il ne faut pas trop philosopher en chambre, justement, il faut sortir de sa serre. Gérard Chélien, effectivement, et ça, beaucoup d'auditeurs nous le disent, ce que vient de dire, c'est que, au fond, c'est intéressant. L'image de Poutine, chez certains, c'est Hitler ou à la droite de Hitler, mais pour d'autres, c'est l'ennemi de l'État profond, du deep state américain et compagnie. C'est marrant ce ressenti, enfin, c'est marrant. Je veux dire, c'est intéressant, c'est caractéristique ce ressenti. À quoi l'attribuez-vous ? Je dirais que je l'attribue de part et d'autre à des conceptions plutôt idéologiques. C'est-à-dire, c'est là où vous vous situez, vous avez tendance à percevoir Poutine sous tel jour ou tel autre. Bon. Nous verrons en vérité sur le terrain qui va tirer les marrons du feu, à qui ça profite. Une chose certaine, quoi qu'il arrive, le nationalisme ukrainien a montré qu'il existe et qu'il a une épaisseur. Ouais. Eh bien, écoutez, merci Gérard Chalian, et merci aux éditeurs, mais surtout, je vous le dis, Le savoir de la peau, lisez-le, il vous ouvrira. Aux éditions de l'Archipel, il est déjà en librairie et puis il se concentre sur tous les voyages de Gérard Chalian, ils sont très nombreux. Et puis dans un instant, Brigitte Lahaie va s'intéresser sur notre santé après le Covid. À tout de suite.